Alors, au programme de cette fin de matinée, on va voir en trois étapes que ce qui rend le conflit dangereux finalement, c'est de s'en éloigner. Ça, c'est Dominique Barter qui nous le partage. On verra de quelle manière. Ensuite, une invitation à changer de paradigme, je vous le disais. Comment on passe du chercher un coupable, tu as raison, ou j'ai raison, tu as tort. Comment on passe à la recherche d'une compréhension mutuelle. Voilà. Et en fin d'intervention, en quoi les conflits peuvent avoir un rapport avec la cuisine. Ce sera bientôt l'heure du repas. Ce sera, j'espère, à propos. Alors, donc, je disais, ce qui rend dangereux le conflit, c'est de s'en éloigner. Pourquoi ? Parce que le conflit fait partie intégrante de notre vie, de la vie de l'humanité, de l'histoire des humains. Même si vivre ensemble, communiquer, coopérer, nous sommes câblés pour coopérer. Nous apprennent donc les neurosciences et les anthropologues. Robin Dunbar, qui est un anthropologue et un biologiste de l'évolution, nous dit que la coopération, c'est la clé de notre survie et de notre reproduction. Alors on nous dit ça, d'accord, c'est un postulat de base sur lequel je suis assez d'accord et sur lequel aussi reviendra Marshall Rosenberg, le père de la communication non violente. Alors, communiquer, vivre ensemble, oui, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que la vie en collectif, c'est une recherche permanente de terrain d'accord, au milieu des désaccords. Et bien qu'on nous dise que les progrès de chaque individu, de chaque société résultent de conflits résolus, les traverser, c'est souvent inconfortable parce qu'il y a de la violence. Il y a de la violence, et je ne vous apprendrai rien en mentionnant que dans l'histoire de l'humanité, dans nos histoires personnelles, dans nos histoires familiales, professionnelles, les conflits émaillent nos vies. Et parfois, souvent, les conflits se passent de manière violente, douloureuse, voire dramatique. Dramatique au sens de leur impact sur la vie d'autrui, mais aussi, j'élargirai mon propos en parlant de la vie tout court, sur Terre, des écosystèmes, du monde dans lequel on vit. Donc ils sont permanents et ils sont malheureusement souvent douloureux car violents. Donc s'ils sont inévitables, comment les traverser sans violence ? Et sans violence, c'est-à-dire sans conséquences néfastes pour la vie d'autrui, la vie sur la planète. Encore un petit détour par les neurosciences avec la théorie polyvagale de Stéphane, qui a pour postulat de base que nous sommes câblés pour vivre en bonne intelligence, en connexion les uns avec les autres. C'est important pour moi de nous rappeler ça, de me le rappeler autant qu'à vous, parce que effectivement, on constate qu'on est souvent en confrontation, mais à la base, on est câblé pour coopérer. C'est comme ça qu'on est conçu. C'est une approche qui nous enseigne également que l'expérience de la résolution et surtout la transformation positive des conflits, elle fait grandir la capacité de chacun à s'affirmer et à composer avec l'autre. Donc on se confronte, on s'affirme, on pose ses points de vue, d'autant plus quand on a 11-15 ans, la population, la tranche d'âge qui nous occupe aujourd'hui, ce que nous a très bien dit tout à l'heure Frédéric Jésus et Catherine Courtille-Delade, c'est une période où il y a un gros chamboulement au niveau des hormones, il y a beaucoup de changements et on est en quête d'identité, on est en quête de trouver une place. Donc c'est assez stimulant. Donc pour structurer son identité, notamment donc, dans cette période, se sentir en désaccord avec quelqu'un, c'est normal. Ça fait partie de la vie, c'est habituel. Mais pour résoudre ces désaccords, utiliser des stratégies violentes et nuisibles, ça devient problématique pour le vivre ensemble. L'enjeu va donc devenir de s'occuper du conflit avant qu'il ne s'occupe de nous. Alors comme on a bien compris qu'on était effectivement fait pour vivre ensemble, mais que, de fait,
le conflit fait partie de notre quotidien, il va bien falloir qu'on s'en occupe. Sinon, c'est lui qui va venir s'occuper de nous. Soit on le met sous le tapis, on se prend les pieds dedans, soit on l'agite en mode de relation classique, habituelle les uns avec les autres, et on va se friter avec les autres. Donc on tente de poser des cadres pour structurer, pour soutenir le vivre ensemble. C'est un peu, je fais un peu référence au contrat social de Rousseau, ou au règlement intérieur dans les établissements qui sont là pour border nos vies et les comportements pour qu'on puisse réussir à trouver du vivre ensemble en prenant soin des uns des autres. Pour enchaîner sur la suite, Marshall Rosenberg. Donc Marshall Rosenberg, pour certains, vous connaissez, c'est le père de la communication non violente. C'était un psychologue. Alors ça va un peu trop vite quand je rallume, mais bon, c'est pas grave. C'était un psychologue qui a travaillé avec Carl Rogers. J'ai vu qu'il y avait un livre de Carl Rogers en bas sur la table de presse. Et donc, il fait partie des psychologues humanistes qui ont travaillé sur cette veine-là. Et pour Marshall Rosenberg, lui, il nous dit que la violence, c'est l'expression tragique de besoins non satisfaits. Donc, tout à l'heure, on nous a proposé de faire une distinction entre violence et conflit. Les conflits, c'est pas nécessairement violent, ça devient violent quand des besoins ne sont pas satisfaits. Donc c'est important de distinguer la violence des conflits. Alors ok, mais un besoin, c'est quoi? Si certains d'entre vous sont à l'aise avec les principes de communication non violente, d'autres peut-être pas. Donc on va faire un rapide petit... C'est pas tout à fait un jeu, mais je vais vous demander de participer également. Première question, est-ce que parmi vous, certaines personnes pratiquent le footing, la course à pied? Pareil, je vous invite à vous lever. Moi, je cours. D'accord, nous sommes 3. Merci. Est-ce que parmi vous, certaines personnes pratiquent des mots croisés? Pas de cruciverbiste. Très bien. Est-ce que certaines personnes dansent? Pas de manière professionnelle, mais de manière amateur. D'accord, nous sommes 3, 6, 7 personnes. Ok, donc c'est une première question qui parle d'activité, donc de danse, de footing, d'activité plus cérébrale. Et maintenant, si je vous demande, est-ce que parmi vous, des personnes apprécient vivre de la détente? Qui apprécie vivre de la détente? Alors nous sommes un peu plus nombreux debout. Ok, merci. Et autre question, qui parmi vous apprécie de vivre des instants d'intensité? Des instants d'intensité. D'accord, merci. Donc on voit qu'on n'est pas les mêmes à se lever pour les premières questions que j'ai posées qui concernent des activités, des stratégies. Et la deuxième question, le deuxième point, concerne plus des besoins, le besoin de détente. On a besoin tous à des moments de repos. Alors c'est pas tout à fait un besoin la détente, mais derrière il y a le repos, le ressourcement. On a tous ce besoin-là. Et le besoin de vivre des moments d'intensité. On est quasiment tous à s'être levés. Donc les stratégies qu'on a citées tout à l'heure, le fait de courir, lire, pratiquer de la danse, un sport, n'importe quelle activité, ça vient nourrir un besoin. Un besoin qui est quelque chose qui est commun à tous les êtres vivants. Il nous dit qu'on a tous fondamentalement les mêmes besoins. On a tous besoin de sécurité, on a tous besoin de protection, on a tous besoin d'amour. Alors ça fait référence aussi aux besoins de la pyramide de Maslow, bien sûr, mais pas uniquement. On parle là vraiment de besoins universels, quelles que soient les cultures, quels que soient les âges dans lesquels nous évoluons. On a tous des besoins qui sont identiques. On baigne tous dans une sorte de nappe phréatique où ces besoins sont identiques pour chacun d'entre nous. Ce qui va être différent, ce qui va nous différencier et potentiellement ce qui va nous confronter, c'est les stratégies qu'on va mettre en place pour prendre soin de ces besoins, pour nourrir ces besoins. Par exemple, moi, quand j'ai besoin de me recentrer, de me ressourcer,
ben, je vais avoir besoin de mouvement, je vais avoir besoin de courir, je vais avoir besoin de solitude aussi. Et puis d'autres personnes vont avoir besoin d'écouter la musique super fort, ou d'autres personnes vont avoir besoin de dormir. Et si on est au même endroit à ce moment-là, il y a des chances que nos stratégies se télescopent. Alors que quand on va parler de nos besoins, ce sera plus simple, plus facile de se retrouver. Donc nous avons, pour satisfaire un même besoin, 1001 stratégies. Et ce sont sur ces stratégies que vont se focaliser les points d'achoppement entre nous. Ce qui est important pour moi de vous transmettre aussi dans cette approche, c'est que les besoins, c'est de l'énergie vitale. Ils sont là et ils ne cherchent qu'à... ils sont là aussi pour prendre soin de nous. Voilà, merci le diaporama qui continue. Donc, ce qui est important de nommer, c'est que à tout instant, je cherche, consciemment ou non, des moyens pour que mes besoins et les besoins de l'autre soient satisfaits. Je m'en rends pas forcément compte, je peux m'en rendre compte quand je fais le processus conscient de réfléchir à tiens, qu'est-ce que je suis en train de faire, mais dans la vie, de manière... on est tous... on fait comme Monsieur Jourdain, on prend tous soin de nos besoins sans savoir qu'on est en train de prendre soin de ses besoins. Là, vous êtes assis devant moi pour assister à ce que j'ai envie de vous présenter, pour satisfaire divers besoins, des besoins de compréhension, d'évolution, de connexion, des besoins d'ouverture, d'autres. Il peut y en avoir plein d'autres. Et moi, pourquoi je suis là en face de vous? Parce que j'ai un besoin de contribuer. J'ai vraiment à cœur de partager ce qui fait sens pour moi, qui a en tout cas fait sens pour moi dans ma vie personnelle et professionnelle, et que c'est important et joyeux pour moi de contribuer et de vous partager ce qui fait sens. Après, on échangera sur ce que ça peut contribuer pour vous. Et ce que nous dit aussi Marshall Rosenberg, c'est qu'on peut difficilement séparer la satisfaction des besoins humains de celle des besoins de l'environnement. Ils ne font qu'un. On fait partie d'un système interdépendant. Cette notion d'interdépendance, elle est fondamentale pour moi. C'est un des apports majeurs de la communication non violente, c'est-à-dire que on est tous reliés, on est tous interdépendants, que ce soit entre humains, mais entre êtres vivants également. Les crises actuelles écologiques, environnementales sont là pour nous le rappeler, au-delà des pandémies. Quoique on peut aussi y faire des liens, mais je vais digresser. Et c'est pas le propos. Alors, très bien, les besoins nous indiquent où la vie cherche à se manifester en nous. Mais comment on fait pour se relier à ces besoins? Peut-être que certains d'entre vous le savent. D'ailleurs, est-ce que certains savent comment on fait pour se relier à ses besoins? Est-ce que quelqu'un aurait envie de partager? On s'écoute. On s'écoute, je ne sais pas qui a parlé. On s'écoute. Ouais, et on écoute quoi particulièrement? On écoute ce dont... Voilà, si on n'est pas bien par exemple, comment faire pour aller mieux? Voilà, super. Qu'est-ce qui me ferait plaisir? On s'écoute soi, on écoute ses émotions, j'ai entendu on écoute le corps. Le corps. Et effectivement, le souffle. On écoute soi, on écoute son corps, on écoute ses émotions, ses ressentis physiques, corporels. Ça ne ment jamais. Ça a toujours eu raison et un besoin a toujours sa place. Donc, c'est un petit peu comme un tableau de bord dans une voiture. Il y a des petits voyants qui s'allument pour nous dire qu'il faut mettre de l'essence, pour nous dire qu'il y a un problème avec les freins, pour nous dire que les phares sont allumés. Ce sont des indicateurs. Et pareil pour nous, notre véhicule terrestre, notre corps, il nous indique à tout moment si nos besoins ils sont satisfaits ou non. Et on a le choix d'écouter ou non ces petits clignotants. La voiture, c'est pareil. On peut se dire, je choisis de continuer, j'en ai pour 10-15 km, ça devrait être bon, je n'ai pas besoin de faire le plein, ça devrait le faire. Ou pas. Et les petits clignotants personnels, les émotions, les sensations corporelles, c'est de la même nature. Ce sont des indicateurs. Et parfois ils sont agréables, ces indicateurs, parfois ils sont désagréables. Quand ils sont désagréables, c'est le signe que le besoin il est
Il n'est pas en plein, il n'est pas nourri, il n'est pas satisfait. Donc c'est important, c'est désagréable, mais c'est important, ça nous indique, ça nous donne une information importante. Et de la même manière, dans un collectif, dans une classe, dans un établissement scolaire, dans un établissement, dans une équipe, quelle qu'elle soit, quand il y a une tension, ça va être un indicateur. Ça va nous donner une information sur ce qui est en train de se passer de manière systémique. Et donc le conflit, comme je disais, on le vit à travers notre histoire, mais il est inhérent à toute communauté. Là où il y a de l'humain, il y a du conflit, potentiellement. Et c'est normal. Donc, moi, je vous invite à voir le conflit comme le symptôme d'un dysfonctionnement d'un organisme et d'une opportunité de changement. Et là, j'introduis un petit idéogramme que vous connaissez peut-être. C'est l'idéogramme chinois du mot qui veut dire crise. En chinois, le mot crise, il ne s'écrit pas avec un seul signe. Il y a deux idéogrammes. Il y a deux idéogrammes, l'un qui veut dire danger et l'autre qui veut dire opportunité. Alors bien sûr, c'est en Chine, c'est une autre culture, c'est une autre manière de voir, d'éduquer, d'enseigner, de vivre. Tout à fait d'accord. Mais moi, je trouve intéressant que pour un même mot, qui est le mot crise, on ait besoin de ces deux... on ait besoin de ces deux propositions qui sont là pour nous dire attention, danger. Il y a un petit clignotant rouge qui s'allume, il se passe quelque chose. Et pourquoi ne pas en faire une opportunité? Une opportunité de, ok, il se passe quelque chose de négatif, on s'arrête, on prend le temps de regarder ensemble et on voit ce qui est à l'origine de ce problème-là et qui serait systémique, qui ne serait pas juste centré sur un jeune, par exemple, qui arrive systématiquement en retard. Peut-être qu'il est le symptôme de quelque chose d'autre qui est en train de se passer dans sa famille, dans sa classe, dans l'établissement. C'est une invitation, en tout cas, à regarder autrement. Voilà, donc une possibilité de prendre conscience pour comprendre les causes et essayer d'en tirer des conséquences d'amélioration du collectif et trouver des accords plus justes, des accords qui prennent en compte toutes les parties prenantes. Donc je ne redirai pas tout ça. Donc par exemple, comment on change de regard sur un événement qui est hors cadre, hors règlement intérieur, hors... Comment on fait quand on se retrouve adulte à être confronté à un comportement qui ne rentre pas dans le cadre? Est-ce que peut-être on ne pourrait pas faire un pas de côté et se dire d'accord, ce jeune a fait quelque chose qui ne rentre pas dans les clous, est-ce qu'on pourrait se prendre un temps pour se dire regardons ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a conduit à ce que ça se passe comme ça? Est-ce que le système dans lequel ce jeune vit, est-ce qu'il est vraiment au service de l'expression, de l'accueil, de l'inclusion, de toute sa diversité auquel faisaient référence tout à l'heure les deux intervenants? Notre diversité, c'est compliqué de l'accueillir et à la fois c'est la clé de prendre en compte cet accueil de la diversité. Dans une classe, dans un établissement scolaire, les jeunes passent la plupart du temps assis sur une chaise avec une posture d'écoute, de recevoir. C'est très schématique et très caricatural ce que je dis. Il y a bien sûr des enseignements et des pratiques éducatives qui sont différentes dans la participation, mais quand même, il y a beaucoup de statique. Et un corps d'adolescent, un corps de jeune, mais même vous, peut-être que vous, à un moment donné, être assis toute une journée, c'est compliqué. Moi, personnellement, je vais aimer rentrer chez moi à vélo tout à l'heure. J'habite Villeurbanne, c'est pas très très loin. Je vais apprécier de me mettre en mouvement. Je vais avoir le cerveau qui aura été mis en mouvement toute la journée, ça va être agréable, mais également de remettre du mouvement dans tout mon corps, je vais apprécier. Et donc, voilà, peut-être ce jeune qui ne tient pas sur sa chaise, il est peut-être en train de nous raconter que le système, de manière globale, il y a peut-être une invitation à voir autrement, plutôt que de le conformer à rester tranquille. Lorsqu'on est confronté à une tension, à une crise, c'est aussi une opportunité de rendre visible et explicite le système. Dominique Barter, il nous apprend, il nous invite à voir le fait qu'un système
son but, entre guillemets, c'est d'être invisible, pour qu'il se perpétue. On fait comme ça parce que c'est comme ça. Mais on se pose pas, on n'est pas invité à se poser la question de pourquoi on en arrive à faire ça. On n'a pas contribué, on n'a pas co-construit les règles du jeu. On n'a pas donné son avis. On fait comme ça parce que c'est comme ça a toujours été, ou parce qu'il faut, parce que je dois, parce qu'il faut. Voilà, c'est je dois, il faut. Du coup, le système, finalement, on n'en a pas grande connaissance. Et on n'est pas du tout invité à se poser la question de comment ça fonctionne et pourquoi c'est comme ça. Et au service de quoi c'est. Donc quand il y a une tension, ça peut être une invitation justement à à se dire « Ah tiens, comment il marche le monde dans lequel je vis ? Comment il marche l'établissement dans lequel je fonctionne ? Et pourquoi c'est comme ça ? Et au service de qui ? » Et de prendre soin à la fois des jeunes comme des enseignants. Quand on est dans une équipe éducative, on n'a pas choisi ses collègues, on n'a pas choisi... Ça va trop vite, mais c'est pas grave. On n'a pas choisi sa direction, et de même que quand on est un chef d'établissement, on ne choisit pas son équipe éducative. Non, on ne choisit pas. On ne choisit pas en tant que prof, on ne choisit pas ses élèves, on n'a pas beaucoup de choix. Et on a peu de latitude. Là où on a du pouvoir, c'est sur un petit peu le projet éducatif, le projet d'établissement. Et tout à l'heure, il était fait mention de l'importance d'impliquer les jeunes. Ce que tu fais pour moi sans moi et contre moi, j'adore cette phrase. Pour moi, je l'attribuais plutôt à Gandhi, mais peut-être je me trompe. En tout cas, j'adore cette invitation à se dire bah oui, je sais ce qui est mieux pour toi. Bah non, la personne le sait, bien sûr qu'elle le sait mieux, si tant est qu'elle est en mesure d'écouter les signaux, les clignotants. Si tant est qu'elle est accompagnée aussi, comme le mentionnait tout à l'heure Monsieur Jésus. Voilà, donc c'est une invitation à voir le système dans lequel on évolue. Et si le système, il permet pas le dialogue, il permet pas de prendre soin des relations, alors il est forcément punitif. Notre société, elle est beaucoup basée sur le punitif. On est dans une société patriarcale où il y a beaucoup d'oppression. Enfin, c'est pareil, je vous apprends rien, je ne vais pas développer non plus ces thématiques, mais on est quand même là-dedans, on baigne là-dedans, et on ne s'en rend pas forcément compte. La parole de l'adulte a une primauté sur la parole du jeune. La parole des femmes aussi peut être dénigrée dans certains milieux. Je ne parle pas des salaires, enfin voilà, c'est encore un autre sujet. Mais voilà, on est dans une société d'oppression, d'inégalité. C'est un système dans lequel on évolue. Et donc, la proposition, c'est de changer de paradigme. Changer de paradigme, de passer de qui a tort et qui a raison à une façon de voir les choses où on a un peu plus de place pour l'écoute et la recherche de la compréhension mutuelle. Et de ce fait, on va tenter de passer du pouvoir d'agir sur, là où on a du pouvoir sur, donc du pouvoir sur le jeune, du pouvoir sur une communauté, pour aller vers un pouvoir d'agir avec. Et là encore, on touche vraiment au cœur du sujet de cette journée, la coéducation. Le pouvoir d'agir avec, c'est retrouver du pouvoir d'agir chacun pour soi, mais chacun ensemble. Et là où s'inscrit l'approche dont vous citez tout à l'heure les cercles restauratifs, on est dans un changement de paradigme parce qu'on fait référence à un changement de justice. Les cercles restauratifs s'inscrivent dans la justice restaurative. Donc c'est une invitation à changer de paradigme. Justice restaurative versus justice punitive. Actuellement, ce qu'on a l'habitude de voir en place dans nos sociétés, c'est une justice punitive ou répressive, rétributive. On cherche un coupable et puis une victime, et puis on fait un procès. Enfin, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Et c'est depuis l'enfance qu'on baigne dans ce fonctionnement-là, où on cherche à savoir qui a tort, qui a raison. Et l'objectif de la peine, ça va être la dissuasion du délinquant. Je vois une question ? Oui. Alors moi, c'était vraiment comment, du coup, de pouvoir...
passer de qui a tort et qui a raison, parce que je travaille avec les jeunes, et voilà, ils ont tous leurs arguments, et ce dialogue-là, il bloque la plupart du temps. Parce que pour eux, ils ont plusieurs raisons. Ouais. Et arriver à agir avec les deux, c'est très compliqué. Ouais. Comment réussir à arriver jusque-là? Alors, je vais développer, et peut-être qu'il y aura des bouts de réponse à cette question, sinon on y reviendra. Mais effectivement, c'est un changement de posture intérieure aussi, et se dire que, bah oui, ils ont tous raison en fait. Ils ont tous un bout de raison, et c'est comment on va dialoguer, on va triloguer. Je disais tout à l'heure à Nicolas, le mot dialogue, effectivement, il implique deux personnes. Mais là, on va parler de dialogue en cercle, donc de multilogue, en fait, de cerclologue, je ne sais pas comment dire, en tout cas du dialogue à plusieurs. C'est très moche ces mots, hein, mais ça va être une invitation à tester une autre manière d'échanger en prenant en compte la vérité de l'autre. Et en écoutant l'autre, il a son point de vue pour de bonnes raisons. C'est son point de vue, parce que son histoire... je développerai un peu plus tard. Donc pour revenir à cette justice qu'on connaît tous, la justice punitive, donc on cherche la dissuasion du délinquant. On cherche avec punition, avec privation de liberté. Donc ça, c'est le système punitif général, et c'est ce qu'on retrouve dans l'établissement scolaire. Il y a des degrés, des échelles de sanctions, jusqu'à l'exclusion, quand vraiment on ne sait plus comment faire autrement. Donc on est branché sur l'auteur. La proposition de la justice restaurative, la justice réparatrice, il y a plusieurs mots, c'est quelque chose qui existe depuis une trentaine d'années, et c'est dans ce cadre-là que s'inscrivent les cercles restauratifs. Elle invite à un paradigme différent. Elle centre en fait sur le préjudice, sur l'acte commis, et pas sur l'auteur. Elle centre sur ce qui a été fait. Et son objectif, c'est de réparer ou restaurer l'équilibre qui a été rompu entre les parties prenantes, entre les parties. Et les parties, ça ne va pas être seulement... Alors on va changer de vocabulaire aussi. On ne va plus parler de victime et de coupable, on va parler d'auteur d'acte et de receveur d'acte. Alors c'est pas pour minimiser, le statut de victime, il est important dans la reconstruction des personnes notamment qui ont vécu des violences graves. Mais là, c'est une invitation à voir les choses autrement, à parler à rentrer dans l'axe, par l'angle de l'acte, et de dire voilà, il y a un auteur, il y a un receveur d'acte, et il y a une société autour, et il y a un système autour, il y a un collectif. Donc la place du collectif est très importante. Donc on essaie de restaurer l'équilibre rompu entre toutes ces parties, entre ces deux parties qui ont acté un acte répréhensible, une personne qui a reçu cet acte, et puis ça s'est passé dans un contexte. Ça a été possible parce qu'il y avait un contexte qui a rendu possible. Donc l'objectif, ce sera la restauration du lien entre les différentes parties impliquées, afin de rétablir la paix dans la communauté entre guillemets. Communauté, c'est parce que la justice restaurative, elle est très développée au Québec, et le mot communauté au Québec est beaucoup plus utilisé qu'ici en France, où il est souvent connoté de manière un peu négative. Donc si vous m'entendez dire communauté, ça fait référence au collectif, une équipe, un établissement, voilà. Donc pour information, la justice restaurative en France, elle existe en parallèle de la justice punitive, grâce à la loi Taubira en 2014, et qui a permis l'individualisation des peines et qui renforce l'efficacité des sanctions pénales. Donc ça se fait en parallèle, ça existe en parallèle de la justice punitive. Et donc en justice restaurative, il y a des mesures avec des personnes qui sont formées de manière très très précise, qui sont validées par l'État. Et moi, ce que je propose comme approche, ce sont les cercles restauratifs qui se déclinent dans le champ sociétal, donc on n'est plus dans le champ punitif. Par contre, on est dans le même paradigme. Voilà, c'est juste, je vous en dis pas plus, je vous mettrai des références tout à l'heure pour aller. Il reste 10 minutes. Merci. J'ai un compteur de temps qui s'est éteint. Donc voilà, la proposition, c'est de changer, et c'est en ça que ça répond peut-être à la question de tout à l'heure,
Comment on passe du système punitif à un système restauratif? Ça ne se fait pas d'un claquement de doigts parce que c'est un changement de posture interne. On parlait tout à l'heure, les intervenants précédents parlaient de posture. C'est pas un processus, c'est pas des outils, c'est pas une méthode dont je vous parle, c'est vraiment un changement de posture interne. C'est quelque chose qui s'incarne, qui se vit, qui se goûte, pour ensuite le transmettre et le partager aux personnes avec qui on veut travailler. Je vais partir là-dessus. Donc les ingrédients qui sont au service de ce changement de posture, ça va être plusieurs choses. Donc ce sont des ingrédients, entre guillemets, des ingrédients brésiliens. J'aime les appeler comme ça parce que c'est Dominique Berter qui, dans les quartiers, dans les favelas, avec les personnes qui étaient au cœur des conflits armés, avec des meurtres, avec des choses vraiment très graves qui se passaient, a mis au point cette approche de régler les conflits d'une autre manière qu'avec de la violence qui conduit à des tragédies. Donc, les ingrédients, je vous les partage, et puis tout à l'heure, cet après-midi, on les goûtera un peu plus. Donc, il y a la parole en cercle, qui permet le partage du pouvoir, en fait. Chaque personne a égale place. Là, on n'est pas tout à fait à égalité. Moi, j'ai un micro, je suis devant vous. Vous avez des chaises, et puis vous êtes en posture d'écoute. Je pourrais être en plus sur une estrade, ou je pourrais même être debout sur une estrade. C'est pas tout à fait la même posture. Là, l'idée, c'est de se mettre en cercle, vraiment tous, et dans cette idée de partager le pouvoir. Alors, cette idée de parole en cercle, je vais faire très vite, mais ça existe dans plein de communautés. On a cette modélisation de cercle restauratif, elle est très inspirée de ce qui peut se pratiquer au Bénin, par exemple, dans la résolution des conflits, l'arbre à palabre. Voilà, c'est la manière traditionnelle de gérer des conflits. Qui sont très très proches. Hop. Est-ce que ça va se rallumer? Donc une invitation au changement de paradigme, et pour y arriver, un ingrédient aussi pour moi particulièrement précieux, c'est le fait de demander et d'apporter du soutien. Qu'est-ce que ça veut dire, le soutien? C'est tout ce qui va être au service de favoriser la possibilité de l'échange, du dialogue. Qu'est-ce qui va faire que moi je me sente en sécurité pour pouvoir dire ma vérité, mon authenticité à un autre qui a une autre vérité, une autre authenticité? Qu'est-ce qui va faire que je me sens à l'aise pour oser dire ce qui ne me convient pas à un autre? Et ça, on va se poser la question, qu'on soit, quelle que soit la partie prenante dans laquelle on se trouve, qu'on soit parent, qu'on soit enseignant, qu'on soit chef d'établissement ou qu'on soit jeune. Comment je fais pour, en tant que, voilà, comment, et on ne peut que poser la question aux jeunes, il n'y a qu'eux qui connaissent la réponse, comment on fait pour que des jeunes se sentent autorisés à dire leur vérité face à des adultes? Qu'est-ce qui peut être soutenant? Alors là, on n'a pas, enfin, il y a pléthore de réponses, mais c'est surtout eux qui ont la réponse. Et moi, mon intention, c'est d'inviter à se poser la question, de leur demander qu'est-ce qui peut favoriser leur expression. Donc, du soutien à la fois pour soi, personnellement, de quel soutien j'ai besoin. Souvent, on a besoin d'écoute, on a besoin d'être épaulé, on a besoin des collègues, on a besoin de ne pas se sentir seul, de besoin d'être rassuré qu'il ne va pas y avoir une sanction au bout, tout un tas de choses comme ça. Et du soutien aussi systémique. Le fait de construire quelque chose ensemble, ça va être aussi au service d'apporter du soutien. Je passe un peu vite parce que je développe tout à l'heure cette notion-là. Et on en arrive à un point précieux pour moi, c'est-à-dire d'oser exprimer sa vulnérabilité. Tout à l'heure, pareil, j'ai entendu Monsieur Jésus parler de cette vulnérabilité qui caractérise nos jeunes de 11-15 ans, qui sont dans cette pleine transformation, sortent de leur carapace. C'était un bouquin, je ne sais plus de quel auteur, c'était La carapace du homard, ça m'a beaucoup marqué. Comment on sort, voilà, ils sont tout fragiles et à la fois tout plein d'intensité à cet âge-là. Et on a été, enfin, je me souviens, moi, comment j'étais à cet âge-là. Donc à la fois plein de vulnérabilité et plein d'énergie. Mais la vulnérabilité, tous les humains, on la partage. En tant qu'enseignant, qu'est-ce que c'est? J'ai jamais été enseignante devant une classe de jeunes
de jeunes dans leur pleine intensité, mais qu'est-ce que ça doit être flippant ou confrontant. Enfin, on est face aussi à ses propres vulnérabilités. En tant que chef d'établissement aussi, on est avec ces injonctions qui nous arrivent de l'éducation nationale, et puis après à faire travailler notre équipe d'enseignants, et puis faire que le climat scolaire et social se trouve bien. C'est compliqué de se trouver et d'oser. Alors là, pour le coup, oser exprimer une vulnérabilité quand on est en charge d'eux, quand on est dans une posture éducative. Moi, en tant que parent, j'ai mis du temps à oser dire à mon fils, je suis désolée, mais là, je ne sais pas. Et là, ça fait bizarre. Enfin, moi, en tant que parent, comment... Tout à l'heure, en plus, j'ai entendu les parents, c'est nous qui savons. Je me dis, mais des fois, je ne sais pas. Et là, je sais pas faire. Et oser dire ça fait... Avec le temps, je me suis rendu compte que ça fait du bien. Ça m'a permis de m'enlever cette injonction à la perfection du parent parfait. Et tant mieux, parce que les parents parfaits, c'est pénible. Ça met une sacrée pression aux enfants. Et ça autorise aussi l'erreur. Ça aurait pu faire l'objet aussi d'une autre intervention sur s'autoriser à se tromper. Pas tout à fait bienvenue dans nos sociétés. Voilà, donc l'importance d'exprimer sa propre vulnérabilité d'adulte face aux jeunes, ça leur permet aussi, c'est l'apprentissage par capillarité, par exemplarité en fait. Oser montrer notre vulnérabilité, ça les invite eux à accueillir et à accepter la leur et de pouvoir faire aussi avec. Donc pour faire ça, il y a besoin de poser un cadre sécure, un cadre qui permette de la sécurité à chacun, où chaque personne peut se déposer en toute authenticité, y compris dans son intensité, parce que parfois on est authentique, mais dans la grosse colère ou la révolte même parfois. Donc c'est la sécurité psychique, la sécurité aussi physique de chaque personne est importante. C'est comme ça qu'on en arrive à la troisième et dernière partie de mon intervention, et de ce fameux lien entre conflit et cuisine. Alors, pourquoi il y a ce parallèle qui est fait entre conflit et cuisine? Donc là, il est 12h41. J'imagine que vous commencez à avoir faim. Et ça tombe bien, parce que dans cet établissement, dans cet immeuble dans lequel on est, il y a des choses qui ont été pensées pour que, quand on a faim, eh ben, on puisse se rendre dans un endroit où on va pouvoir aller manger. Donc il y a un self qui a été construit, qui a été imaginé. Donc les personnes qui ont réfléchi à la conception du bâtiment, les architectes, se sont dit, ok, oui, voilà, il va y avoir des salles, il va y avoir des chambres, c'est un accueil séjour international, et il va y avoir un endroit où on va pouvoir aller se restaurer, et tout sera prêt pour quand on aura faim, et on pourra donc manger. C'est quand même bien fait. Et voilà, 45 minutes sont écoulées. Et bien pour les conflits, c'est pareil. La proposition, c'est d'imaginer que c'est ce que je vous disais en début d'intervention, des conflits, il va y en avoir. On est ensemble, on vit ensemble, entre êtres humains, quel que soit le lieu dans lequel on vit. Forcément, à un moment donné, on va se confronter. Et c'est normal. L'idée, c'est de préparer en amont ce lieu comme un ring, quelque chose. Ce ne sera pas un ring, justement, ce sera quelque chose de plus sécure, qui permettra de prendre soin de la sécurité de chacun. Et donc, on va construire un système restauratif, un système dialogique. C'est pas très joli comme mot, un système dialogique, mais c'est une traduction de ce que propose Dominique Barter. C'est un système qui va permettre le dialogue, qui va permettre l'échange entre toutes les parties prenantes. J'ai pas d'autres mots aujourd'hui pour dénommer ça. Et système restauratif, pour restaurer, prendre soin des relations. Prendre soin des relations qui pourraient être abîmées par un acte qui aura été commis à un moment donné et qui aura eu des répercussions douloureuses pour quelqu'un. Donc, de même qu'on n'attend pas d'avoir faim pour construire le réfectoire, l'idéal, c'est de ne pas attendre d'avoir un conflit pour construire le système dans lequel on va résoudre ces fameux conflits. Enfin, résoudre, en tout cas, les traverser. Le propos, c'est plutôt traverser les conflits. Donc, co-construire un système dialogique et restauratif,
les ingrédients, donc dialogique, qui permet le dialogue, l'échange. Donc qu'est-ce qui va être soutenant pour construire le dialogue? Et là, on va demander à chaque partie prenante, mais on le verra plus en détail tout à l'heure, cet après-midi, de quoi j'ai besoin, moi, pour me sentir en sécurité, pour oser m'exprimer. De quoi tu as besoin, toi? De quoi tu as besoin, toi? Et on va faire le tour ainsi, comme ça, de chaque personne, pour que chacun nomme son ingrédient, ses ingrédients, qui va permettre le dialogue. Restauratif, comme je disais, donc ça veut dire qu'il prend soin et qu'il restaure les relations. Ça veut dire qu'on axe l'intention sur la relation entre les personnes plutôt que le fait et la recherche de punition. On est à j'essaie de comprendre et d'écouter l'autre. J'essaye d'aller vite. Et co-construire, ça veut dire qu'on définit ensemble les conditions favorables. C'est-à-dire qu'on se pose tous ensemble pour co-construire les règles. Un petit peu comme si on jouait au ballon. Et moi, si là, tout de suite, là, je sors un ballon et je dis allez, on va jouer au ballon. Ok, super. Il va y avoir des questions. On peut mettre les mains, on peut mettre les pieds. C'est quoi le but en fait? On doit faire quoi avec le ballon? Est-ce qu'il faut le mettre en l'air? Est-ce qu'on le met en bas? Est-ce qu'il y a des cages? Est-ce qu'il y a un panier? C'est quoi le truc? Et il y a un terrain, il y a quoi? Du coup, il y a des règles du jeu. Et là, le système dialogique, c'est exactement la même chose. Quelles sont les règles dont on va se doter ensemble pour traverser un conflit la prochaine fois qui va immanquablement nous arriver? Dans un collectif, on va forcément en vivre. Idéalement, on va appeler de nos voeux à un conflit pour pouvoir améliorer notre collectif. Mais on n'en est pas encore là. Déjà, l'idée, c'est de comment se poser ensemble pour se dire de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui me sécurise, qui me rassure pour traverser les conflits. Et rien que de faire ça, souvent, de mon expérience, ça permet déjà d'apaiser les choses et on évite des conflits en faisant ce temps-là de travail, de dire de quoi j'ai besoin moi pour me sentir en sécurité, pour te dire à toi ce qui ne me convient pas chez toi, en toute authenticité et sans accusation. C'est toi qui es méchant et c'est moi qui ai raison. Enfin, voilà, on n'est pas dans la dualité. Donc pour conclure, un rappel des points importants de mon point de vue. Le conflit, il fait partie de la vie. Moi, personnellement, je ne rêve pas d'un monde sans conflit, je rêve d'un monde sans violence. Ça, oui. Mais le conflit, il fera partie de la vie. L'idée, c'est de trouver comment le traverser d'une manière plus douce et constructive. Et donc, il peut être vécu et vu comme une opportunité de bonifier le fonctionnement d'un collectif. Vraiment. Il peut nous permettre, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir un regard différent et prendre du recul sur « Ah ouais, en fait, ce système-là, il ne me convient pas, il ne nous convient pas. Comment on peut le changer ?» Et donc, pour le traverser ensemble, il y a la nécessité donc, de ce fameux système, la co-construction du cadre. Comment on construit ensemble les plans du réfectoire pour aller manger? Comment on construit ensemble les plans de comment on va traverser le prochain conflit qui va nous arriver? Et tout ça dans le but d'augmenter notre capacité d'agir ensemble, notre pouvoir d'agir. Je crois avoir lu quelque part dans les plaquettes de l'IREPS que le pouvoir d'agir, renforcer, prendre soin du pouvoir d'agir, ça fait partie des choses qui sont importantes. Je partage vraiment comment je reprends du pouvoir sur ma vie et comment je le fais en prenant en compte les autres autour de moi, les adultes qui sont dans ma sphère quand je suis jeune, mais aussi les jeunes quand je suis un adulte qui prend soin des jeunes. Voilà. Donc les conflits, c'est de l'énergie, c'est vraiment de l'énergie vitale. Reste à trouver comment on transforme cette énergie destructrice en énergie de co-construction. Voilà, je vous remercie.